Bonjour, vous m'entendez bien? Parfait. Donc, merci d'être venu prendre pour finir la journée une tasse de café bien sucré au lieu de l'apéro qui est à côté. Je me présente, je m'appelle Sandrine Banaz, je travaille chez CGI. Ça fait un certain nombre d'années que je suis développeuse, 20 ans et des poussières, après on ne dit plus. Je fais surtout du Java, du Back, en ce moment du Spring, sauf la présentation, que gros effort, je l'ai faite avec un framework front. Donc, bravo à moi, petite fierté. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur vous, là tout de suite, pour avoir une idée. On va faire un petit sondage vite fait pour savoir quelle version de Java vous utilisez. Un test. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent des versions de Java 7 ou moins que 7? Non? Ouf. Ah, ça commence bien. Java 8. Ouais, je m'y attendais. On va faire un package 9, 10, 11. Ah, ouais, plus. Allez, on va aller de 12 à la 17. Ah, oui, cool. Et plus de 17? Plus de 17, il y en a? Oui? Quelle version? 19, ouais, bien. Donc on est du 8, ça a l'air de se déporter un peu plus sur le 11 que la dernière fois que j'ai posé la question, et sur le 17, ce qui est bien. Donc ça avance. Moi, la première version que j'ai eue, c'est la version 2, dans mes études. J'ai commencé il y a longtemps. En fait, c'était la version 1.2, mais après, ils se sont rendus compte que le 1. C'était con, parce que ça faisait 1.2, 1.3, ils se sont débarrassés, et c'est devenu 2, 3, 4, 5. Hein. Donc c'était il y a un certain temps, et aujourd'hui, on en est à la 19, donc j'ai connu 18 versions de Java. À chaque fois, oui. Ah mince, il y a un problème de... C'est mieux? Non? Là, ça a l'air mieux, parce que même moi, je m'entends, donc... Oui, là, ça doit être bon, je pense. Petit écho. Bon, je continue. Là. Ouais. Là, je pense qu'ils m'entendent à côté aussi. Bon. Je suis en train de spoiler la conférence d'à côté, mais c'est pas grave. Donc, j'en ai tout. Ah oui, et au début, les versions Java, elles sortaient à un rythme de plusieurs années. Il y avait plusieurs années entre chaque version, entre la 6 et la 7, je crois qu'il y avait jusqu'à 5 ans. Et maintenant, on est plutôt dans un mode où on est toujours en train de courir après la version suivante, puisqu'il y a une version qui sort tous les 6 mois, une LTS tous les 2 ans. Et souvent, on peut se sentir un peu submergé par le rythme et se dire, surtout si on est encore à Java 8, comment je vais faire pour attraper et arriver jusqu'à Java 19. Mais en fait, dans chacune de ces versions, il n'y a pas tant de nouveautés qui sortent. Et en fait, les nouveautés, c'est souvent... elles sont en preview pendant 1, 2, 3 versions, et c'est qu'à la 4e qu'elles sortent, donc elles mettent facile 2 ans à sortir. Donc ça ne va pas beaucoup plus vite, en fait. Et donc, je suis là pour vous embarquer dans ce train, en vous parlant de sucre, de sirop et de sel. Et après, je vous ferai une petite démonstration pour une petite appli que j'ai faite, que je vais passer de Java 11 à Java 19 en moins de, on va dire, 20 minutes. Voilà. Avançons. Qu'est-ce que c'est que le sucre syntaxique? Alors, le sucre syntaxique, vous avez sans doute tous entendu le terme, mais sans jamais vraiment creuser ce que c'était. C'est un terme qui a été inventé par Peter John Landin, qui était un chercheur britannique en informatique, qui est mort maintenant. Et il l'a défini comme ça, c'est quelque chose qui sert à rendre un programme informatique plus agréable à lire, mais pour l'être humain. Donc avec cette définition, on se dit, mais finalement, du coup, tous les langages informatiques, c'est du sucre syntaxique, parce que l'ordinateur, lui, il a besoin que d'avoir des 0 et des 1. Donc on va approfondir un tout petit peu la définition. Donc oui, c'est un code qui est concis, simple, facile à lire, agréable et très sympa, mais pour qu'il ait la définition de sucre syntaxique, il faut qu'il existe une syntaxe qui est qui permet de faire exactement la même chose et qui est considérée comme non sucrée. Il faut qu'on puisse faire les choses de 2 façons différentes. Sinon, ce n'est pas du sucre. Exemple classique. Alors là, oui, je reconnais, c'est petit, mais ça va être mieux dans une seconde. Je vous dis ce qu'il y a sur les lignes. Donc, ça permet juste d'imprimer la date du jour. Première chose qu'on apprend à un développeur junior débutant, c'est de ne pas mettre les imports partout, ça devient un code illisible. C'est de les extraire, d'enlever la redondance et de les mettre en haut. Donc déjà, quand on lui dit de faire ça, en fait, on commence à mettre du sucre. Et effectivement, ça simplifie un petit peu le code. Deuxième redondance qu'on voit ici, c'est le dead time formatter qui est répété 2 fois.
Et maintenant, depuis l'inférence de type des variables locales qui date de Java 10, on n'a plus besoin de faire cette répétition. On peut mettre directement ici var et laisser le compilateur se débrouiller pour trouver le type de sa variable. Donc là, on a un exemple de sucre syntaxique. On pouvait faire la version du début, mais on a rajouté de plus en plus de sucre et maintenant on a la version finale. Comment ça se passe au niveau de Java? À quoi est ce sucre? Donc, c'est peut-être illisible, donc je vais vous dire ce qu'il y a dessus. En haut, ici, on a donc les fichiers .java dans lesquels on fait notre code et on passe dans le compilateur. Et au moment où on passe dans le compilateur, en fait, il va faire du désucrage. Il va revenir à la version d'avant, la version non sucrée, pour avoir son point classe qui a prévalé dans la JVM. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'au niveau de la JVM, ça leur évite d'avoir implémenté 50 façons de gérer ce qu'il y a dans le point classe. Ils n'ont qu'à s'occuper de faire une seule. Donc le sucrage, c'est vraiment uniquement pour le développeur. Démonstration. Donc là, j'ai un type enum qui date de la version Java 5, qui permet d'avoir ces constantes de la semaine. Si on le passe dans le compilateur pour faire un point classe et qu'après on décompile avec la commande Java, donc à gauche on voit mon enum qui est sucré et donc à droite c'est ce qui se passe après qu'il soit sorti du compilateur, il a été désucré et en fait on se rend compte que derrière l'enum tout ce qu'on a c'est une classe finale qui hérite de Java Lang Enum qui implémente ces constantes avec deux méthodes pour accéder aux valeurs. Donc finalement, on aurait pu faire dès le début la version de gauche, mais ça fait plus de code et on a laissé Java le faire pour nous. Donc version sucrée à gauche et version à droite. Donc, je vous laisse dire laquelle vous préférez. Après, si on met, qu'est-ce qui se passe s'il y a trop de sucre dans un langage, enfin quelque part, trop de sucre, c'est quand on a l'impression que les modifications du langage qui ont été faites, elles sont gratuites, qu'elles servent vraiment à aucun but et qu'elles n'aident même pas le développeur. Dans ce cas-là, on parle de sirop syntaxique et de sucre syntaxique. Alors, exemple qui maintenant peut-être au débat, j'ai cherché un exemple de sirop pour moi dans le langage Java et j'en ai trouvé un. C'est justement l'inférence de type des variables locales. Personnellement, quand je vois un fichier, j'arrive pas à le faire, mais on pourrait mettre pratiquement partout des var, et je ne sais pas si ça rend vraiment le fichier plus lisible ou pas, parce que personnellement, en tout cas, quand je le fais, c'est précisément à l'endroit où j'ai pas la moindre idée du type que c'est, que ce que la méthode retourne, et j'ai la flemme de chercher des var. Donc c'est le pire endroit pour le faire. Après, j'ai débattu de ça avec un collègue il n'y a pas longtemps, et pour lui, c'était tout à fait acceptable, les var, il fait du JavaScript. Et il n'a pas compris mon point de vue, donc on est tombé d'accord sur le fait qu'en tout cas, le sirop syntaxique, ça sera toujours extrêmement subjectif d'un développeur à l'autre. Il y en a un qui trouvera que c'est une syntaxe sucrée tout à fait acceptable, et l'autre qui trouvera que c'est vraiment abusé. Et ben, je vous avais promis du sel, donc le voilà. Donc le sel, c'est l'opposé. C'est quand vous avez l'impression que vous devez faire vraiment un effort excessif pour réussir à obtenir ce que vous voulez du langage. Ça fait même une syntaxe un peu bizarre. Et s'il y a trop de sel dans un langage, il va finir par mourir. C'est de la mort syntaxique. Ça tue le langage. Exemple en Java que j'ai cherché, et je ne l'ai pas cherché très loin parce qu'il me gonfle celui-là pratiquement tous les jours, c'est passer un tableau en liste, transformer un tableau en liste. Donc là, j'ai un tableau d'entier, 1, 2, 3, 4. Et a priori, pour le transformer en liste, c'est facile. On fait array as list et on lui passe le tableau et c'est bon, on a sa liste. Sauf que si on fait ça, on a une liste qu'on ne peut plus modifier. Parce qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il encapsule le tableau derrière et il refuse de le changer. Si on veut vraiment se faire un tableau modifiable, on est obligé de passer par le constructeur, l'opérateur pour lui dire que c'était l'opérateur diamant pour lui dire l'opérateur pour dire que c'était des entiers, et lui passer une liste dans le constructeur qui est la liste qui encapsule le tableau. Enfin, moi je trouve que c'est du sel. À chaque fois, ça me gonfle. C'est encore subjectif, mais bon. Il y a des gens qui sont contre le sucre syntaxique. La raison qu'ils donnent, c'est que ça peut, pour un junior, il va aller directement au sucre, c'est ce qu'on va lui apprendre à l'école, et du coup, il ne sait pas du tout derrière quelle est la syntaxe non sucrée qui correspond, et il ne comprend pas trop ce qu'il est en train de faire. Un exemple, les lambdas. Quand on voit ça, c'est magnifique, c'est simple, et lui, il apprend, je fais une flèche, et voilà, mais il ne sait pas forcément expliquer que derrière ça lambda, en fait, il a, alors, je ne sais pas du tout si c'est visible, mais je vous dis, l'interface, une interface qu'on dit une interface fonctionnelle, c'est juste une interface qui a une méthode abstraite
qui est surchargé. C'est tout ce qu'il y a derrière un lambda. Mais est-ce qu'un junior saurait expliquer ça? Et après, on l'invoque. Et comprendre ça, ça permet de faire ses propres interfaces fonctionnelles et d'inventer ses propres lambdas. Mais bon. Et puisqu'on parle des lambdas, petite digression, il y a beaucoup de sucre syntaxique dans les lambdas. Là, voilà, je vous ai écrit ma lambda sans sucre. Même si la lambda c'est déjà du sucre, donc c'est moins sucré, on va dire. Il n'y a pas besoin de répéter ici le type des paramètres, là, integer, integer, et il n'y a pas besoin, quand il n'y a qu'une seule instruction, de faire un return ou de faire des accolades. Tout ça, on peut s'en débarrasser. Là, j'ai rajouté du sucre sur ma lambda. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Non. Il n'y a même pas besoin d'avoir les paramètres. C'est trop fort Java. Je peux même me débarrasser de A et B en faisant une référence de méthode, et là, c'est le sucre syntaxique suprême qui fait toujours bugger les collègues, j'adore. Voilà. Deuxième contre, je suis toujours dans les temps, on peut dire, et c'est souvent quelque chose que j'entends, que s'il y a 36 000 façons de faire la même chose, on va avoir un manque de consistance dans le code. Oui, on est tous des développeurs, des robots, on doit tous coder de la même façon, donc c'est pas normal qu'on puisse faire la même chose de multiples façons. Moi, je trouve que ça fait des super films, hein. Je sais pas vous. Par exemple, liste, 3 façons de faire une liste. La version non sucrée en haut, la version du milieu où je mets un petit peu de sucre à droite avec l'opérateur d'amont, la version d'en bas où je mets un petit peu de sucre à gauche avec mon inférence de type des variables locales. Donc voilà, choisis. J'ai mieux, j'ai les concaténations string. Alors la version, on va dire non sucrée en haut avec un plus, la version avec le string buffer, la version avec le string builder et la version depuis Java 15 avec les blocs de texte. Donc String Builder est plus performant que String Buffer, si vous posez la question, mais il n'est pas synchronisé. Donc 4 façons de faire la même chose. Ça donne du piment à la vie de développeur, je trouve. Donc oui, on a un code qui est clair, lisible, efficace. Et ben, ça fait vite une addiction au sucre. Et ça fait indubitablement bugger vos collègues quand vous en mettez beaucoup. Surtout s'ils n'ont pas trop évolué de version de Java. Et pour finir, ça vous donne l'impression d'avoir des super pouvoirs. Donc, la démo, de Java 11 à Java 19. En fait, je vais vous montrer tous les changements de syntaxe, je pense qu'on va avoir le temps, parce qu'absolument tous les changements de syntaxe qu'il y a entre Java 11 et Java 19, c'est que du sucre. Ils sont issus du projet Amber, dont ça semble la seule fonctionnalité, c'est d'enlever toutes les lourdeurs qu'il y a dans le langage Java et de le rendre plus agréable. Enfin, ils utilisent le terme productivité pour rendre le développeur plus productif. Donc ils ont commencé avant Java 11, mais moi je vais commencer à Java 11. Donc, tac, c'est là où je sors ma démo. Qui n'est pas ici, qui est là. Donc je vous ai fait une petite appli REST, donc peu importe si vous n'êtes pas familier avec le REST, hein, c'est pas du tout le but. Et si vous ne voyez pas ça, c'est pas grave non plus, c'est pas ce qu'on va regarder. Mais si vous arrivez à voir, là, c'est une petite API REST qui retourne les différents ateliers, conférences et keynotes qu'il y a à un salon, ici. Elle est HOS, c'est-à-dire Hypermedia as the engine of application state, ça veut dire qu'elle est navigable, il y a des liens ici qui permettent de la naviguer. Elle est en Java 11, donc je vais la passer comme promis en Java 18. Vous avez bien suivi. En fait, elle est sous Gradle, et Gradle, Java 19, c'est sorti le 20 septembre, Gradle ne le supporte pas encore, donc Java 19, on le fera après sur un tout petit bout d'application qui est à côté, et qui n'a pas Gradle. Donc, première chose, je passe en Java 18 mon application, ici. Et pour l'instant, je fais sans preview. Parce que on verra les previews après. Donc, je vous montre brièvement mes DTO. J'ai une classe que j'appelle une parent conférence, qui contient tous les attributs des conférences, dont va hériter les keynotes et les conférences DTO. Les conférences DTO, en plus, elles ont un type. Hein. Et l'atelier des conférences, il a en plus le matériel. C'est juste pour vous montrer que j'ai une hiérarchie, parce que la première chose que je vais vous montrer, c'est la hiérarchie scellée, qui est disponible depuis Java 17. Donc ma hiérarchie, elle est là, et j'ai décidé de la sceller, c'est-à-dire de contrôler l'héritage, parce que je n'ai pas envie qu'un développeur ou quelqu'un vienne juste après et rajoute des héritages là-dedans, j'en ai besoin.
j'ai besoin de contrôler ce qui se passe à d'autres endroits du code que je vais vous montrer. Donc c'est simple, il suffit de mettre le code sealed, le petit mot-clé sealed ici. Sauf que vous voyez tout de suite, le compilateur il râle parce que ça ne suffit pas. Il faut aller ici dire qui j'autorise à hériter de cette classe avec permits. Et j'autorise conférence et keynote. Ce sont les seuls qui ont le droit d'hériter. Il continue de râler, pourquoi? Parce que maintenant il va falloir que j'aille expliciter à toutes les étapes de mon héritage qui a le droit, qui n'a pas le droit, ce qu'il faut faire. Donc, je vais commencer par keynote. Il y a 3 possibilités. La première, c'est de lui dire, par exemple, mon keynote, eh ben, en fait, c'est fini, je veux que plus personne n'hérite de toi, on arrête là. Stop, c'est mort. En mettant le mot-clé final. Et là, eh ben, l'héritage est fermé, définitivement. Après, conférence, ici, je sais que Atelier hérite de lui. Donc, ce que je vais décider, c'est de continuer à sceller la hiérarchie, mais à permettre à Atelier d'en hériter. Donc, je scelle et je cite et je permets à Atelier DTO d'hériter. Et enfin, Atelier DTO, il est là. Et troisième possibilité, ici, au niveau d'Atelier, je vais dire c'est le seul endroit où j'autorise qu'il y ait de l'héritage. Donc, à cet endroit-là précisément, je vais déceler ma hiérarchie. Parce que je sais que peut-être plus tard, quelqu'un va venir ajouter des ateliers pour les enfants ou j'en sais rien. Donc là, j'autorise et je décèle. Donc j'ai contrôlé ma hiérarchie. Ça, c'était le changement hiérarchie scellée. Ça permet d'éviter éventuellement des usages non contrôlés de votre librairie. Alors, ici, donc si je reviens là, juste pour montrer, avant de faire la modif, par exemple, si je prends n'importe quel atelier ici, donc je vais naviguer sur une autre route. Et j'ai une route ici qui sert à préparer la salle, qui donne des informations sur, voilà, pour préparer l'atelier, il faudra faire ça. Ça correspond ici, mon atelier DTO, là, voilà, j'ai juste une méthode qui retourne une string. Et là, eh ben, c'est toujours moche ça, mais heureusement, depuis Java 15, on peut faire enfin des blocs de texte. C'est très simple, il suffit de faire 3 doubles cotes et un retour à la ligne, très important. Et après, on est libéré de ces plus et de ces trucs bizarres qui nous font une cote. Et on termine par 3 doubles cotes. Et là, tout de suite, il me dit, eh ben, dans ce cas-là, tu n'as même plus besoin d'avoir les escapes. Donc, je enlève les escapes. Et comme ça, on peut se débarrasser aussi des escapes. La chose à savoir pour les blocs de texte, c'est comment est gérée l'indentation du texte. Donc là, vous voyez, je suis collée, il me représente, je ne sais pas si vous le voyez, mais il me représente physiquement l'indentation. Il y a 2 façons. Soit il prend comme bord de l'écran ou de l'endroit où le texte va sortir, le texte qui est le plus à gauche. Donc là, aller et annoncer, ça sera indenté. Soit c'est les 3 doubles cotes là, qui vont permettre, si on les met à la ligne et qu'on les déplace ici, de gérer l'endroit où sera l'indentation. Par contre, du coup, ça ajoute un retour à la ligne à votre texte. Okay. Donc ça, c'était les blocs de texte. Maintenant, on va passer à... Alors, donc ici, si je reviens sur mon truc, j'avais fait une route aussi, que je vais vous montrer, qui permet de calculer pour chaque personne combien de conférences ils font, des statistiques. Point de vue code, c'est fait, c'est pas vraiment important pour la suite, mais je vous le montre. Dans le repository, il y a une petite requête SQL qui va faire le calcul. Ce qui est important, c'est qu'elle va mettre le résultat de son calcul dans un objet, un conteneur de données, une petite classe, et qui est beaucoup de lignes de code et qui est très verbeuse. Et depuis Java 16, on peut, avec les records, un nouveau type, simplifier nettement cette classe. Donc, je vais la transformer en record. Et pour en faire un record, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est ici, je monte le constructeur. Ici, voilà. Et du coup, je n'ai plus besoin du constructeur et de toute cette partie-là. Il râle ici parce que j'ai un setter. Et en fait, les records, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont immutables. On ne peut pas les modifier. Donc, c'est vraiment des conteneurs de données. Donc, les setters, on ne peut pas en avoir. Ça disparaît. Les getters ne servent pas à grand chose non plus parce qu'en fait dans les records, il les génère lui-même, les méthodes get, donc il va me dire de les enlever.
méthodes get, on va pas utiliser en plus, mais elles ne servent à rien, je peux les enlever. J'ai d'autres façons de récupérer mes trucs. Donc voilà, ça m'a tout de suite nettement simplifié mon petit container de données. Ce qu'on peut dire des records, c'est qu'en plus des getters, il va aussi me générer les toString et les hashcodes en utilisant les variables qui sont là. Donc, démonstration, ici, si je vais dans mon contrôleur, ici et dans ma méthode, voilà, là, si jamais je voulais imprimer, donc c'est là que je récupère mes statistiques, si jamais je voulais les imprimer, je veux les imprimer, voilà, hop, donc là j'ai mon objet stat, ça fait log.info. Vous voyez, quand je fais s point, et ben automatiquement, même si j'ai mis aucune méthode dans mon record, j'ai accès à la méthode nom, j'ai accès à la méthode nombre de conférences. Donc je peux directement récupérer les informations là, comme ça, hop, s point, je sais pas, nombre de conférences. Mais en fait, j'ai même pas besoin de faire ça. Si je fais directement un toString, il va m'imprimer exactement ces infos, comme je vous le montrerai tout à l'heure, quand je redémarrerai le service. Voilà, ça c'est les records. Maintenant, on va passer à ce qui est le plus sympa, je pense, les switches. Les switches. Donc, démonstration dans mon code. Ici, dans mon petit truc là. Oui, alors j'ai affecté une track à mes conférences. Comment c'est fait? C'est fait ici, dans mon mapper, où j'ai cette méthode assez indigeste. Personnellement, je n'ai jamais aimé les switches depuis que je fais du Java, sauf à partir de maintenant. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour que vous voyez tout ça? Ouais, tac. Parce que les changements qu'ils ont faits sont vraiment sympas. Donc, là, j'ai donc ma méthode getTrack qui, en fonction du type, si c'est cloud, performance ou architecture, il lui affecte le track pour les architectes. Si c'est langage web, machine learning pour les développeurs, avec des breaks partout. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est retourner directement la valeur. Donc déjà, je me débarrasse des breaks, ici. Attention, quand je fais ça, c'est pas bon parce que j'ai toujours le fall through, donc je vais me retrouver avec cette valeur à la fin. Donc j'ai pas fini, je suis en cours de transformation. Et ici, pour envoyer la valeur, il y a un nouveau mot-clé. Ils n'ont pas voulu mettre return parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de confusion entre le return qui renvoie le contrôle à la méthode et le return d'ici qui va renvoyer le contrôle au switch. Donc ils ont inventé un nouveau mot-clé, le yield, ici, qui permet de retourner la valeur. Tac. Mais retourner à qui? Eh ben, j'ai pas dit, donc du coup il râle. Voilà. Aussi, magnifique, ils ont enfin découvert que c'était vraiment redondant ce qu'on faisait. Et là, maintenant, on peut en faire des multiple case labels, comme ça. Ce qui, franchement, nous simplifie énormément la vie et la clarté du code. Voilà. Déjà, on a du progrès. Tant qu'à retourner, pourquoi pas retourner directement, hein? Pourquoi mettre une variable intermédiaire? Et maintenant, on peut faire des returns directs avec les switches. C'est magnifique. Hop. On avance. Après, il y a encore un truc qui me dérange dans ma méthode, là, qui a perdu pas mal de lignes. C'est ce début-là, c'est gérer le cas nul. Vous avez un nul que vous essayez de switcher, ça va faire un null pointer exception automatique. Donc j'ai envie de l'enlever et je me dis ça serait trop bien si on pouvait faire un truc genre ici, je sais pas, si on pouvait faire que quand c'est nul, s'il y a eu un problème, ça soit le track développeur. Eh bien, on ne peut pas tout de suite, mais on pourra bientôt. Et c'est là que je vais devoir activer les previews, parce que ça fait partie de la preview pattern, ici. Voilà, et hop, maintenant, on peut avoir un case nul, enfin on pourra bientôt, directement dans les switches. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le default, si je l'enlève, maintenant ils ont nettement renforcé le contrôle sur les switches et il va automatiquement, s'il peut, notamment si c'est une hiérarchie scellée ou si c'est des enums, enfin si c'est quelque chose qu'il arrive à deviner tous les cas possibles, il peut, alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a écrit Create Missing Branch Discover, il peut me dire que j'ai oublié un cas. Et effectivement, j'avais oublié le cas Discover. Voilà. Et donc ici, du coup, j'ai tous mes cas qui sont couverts, j'ai plus besoin du défaut.
Mais on peut aller plus loin avec les switches. Et là, on est toujours pas, c'est pas une preview, c'est utilisable. C'est ce qu'ils appellent le hand switch ou la switch syntax arrow. Et vous voyez que IntelliJ va faire tout le boulot pour moi. J'ai juste à lui dire, hop, bascule-moi en... Voilà, c'est pas beau ça? Donc il n'y a plus besoin de yield, il n'y a plus besoin de break. On met une flèche et automatiquement la valeur qui est là, elle va être renvoyée. Tac. Bien sûr, on peut faire des multiple cases. Et voilà. Il n'y a pas de full faux, donc. Voilà. Donc ça, c'est disponible depuis Java 14 déjà. Voilà. Maintenant, on va passer aux patterns. Ça, c'est le dernier grand truc. Maintenant, les patterns, il va y en avoir beaucoup dans Java. Ça les éclate apparemment, et c'est plutôt sympa. Ils ont commencé par le pattern de type. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré la méthode qui permet de préparer une salle ou autre. C'est défini ici. Si jamais je sais que je passe un objet par une conférence, et après je check le type de chacun, si c'est une instance de keynote, si c'est une instance d'atelier, si c'est une instance de conférence, qu'est-ce que je fais? Et après, vous avez tous fait ça, j'imagine, plusieurs fois dans votre vie, on fait un gros cast pour pouvoir récupérer ce qui nous intéresse sur la méthode. Maintenant, avec les patterns, on peut faire beaucoup plus simplement. Alors, qu'est-ce que c'est un pattern? Eh bien, c'est juste un test. Et si le test passe de façon positive, eh bien, il va extraire directement le contenu du parent de conférence DTO dans ma pattern variable, dans ma variable de pattern, que je vais appeler ici keynote. Hein, et donc, directement, je peux l'utiliser ici, à la place. Pareil ici, atelier, que je peux utiliser directement tout de suite, juste après. Après, je faisais une condition. Et hop. Et hop. Voilà. Donc, vous êtes définitivement plus productif parce qu'il y a nettement moins de choses à écrire. Celui d'en dessous, je vais aussi l'appeler atelier. Il n'y a aucun problème de scope. Le scope, il est bien limité à la clause if au-dessus. Donc, je peux l'appeler exactement pareil. Voilà. Et lui, je vais l'appeler conférence. Voilà. Donc là, c'est un pattern de type parce qu'on teste instance of, quel est le type du truc qui passe. Mais j'ai un deuxième pattern qui est caché là-dedans. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ici, en fait, ça, c'est pas une clause et anodine, c'est aussi un pattern, c'est un guarded pattern. Pattern conditionnel qui rajoute une condition, en fait. En Java 18, c'était encore et. Puis après, ils se sont dit, les développeurs, et ça leur parle pas, ils voient une condition et ils voient pas un pattern. Donc en Java 19, ça a changé et c'est devenu when. Comme ça, on fait bien la différence, j'imagine. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que... pattern... Non, c'est bon. C'est bon, on va passer toujours... Alors, maintenant, ça, c'est pas de la preview, mais depuis la version Java 17, dans la version Java 18 et en troisième preview dans la version Java 19, on peut faire exactement la même chose, mais avec un switch. Donc, c'est aussi exactement la même chose, c'est le pattern de type sur mon parent de conférence DTO. Toujours en mode preview, donc. Donc, ici, mon premier case, c'est pour que ça soit une keynote. Mon deuxième case, c'est pour que ça soit un atelier. Mon troisième case, aussi un atelier. Ici, j'ai encore un case. Voilà. Donc, ici, ça n'a aucun sens si je ne fais pas un return pour le compilateur. Voilà.
Donc voilà, exactement la même chose, mais avec un switch. Mais il y a 2-3 avantages à utiliser le switch. Par exemple, ici, maintenant dans les switches, il y a un check de dominance, le pattern dominance, donc il prend les cases dans l'ordre. Si jamais je remontais ce cas-là juste au-dessus de l'autre, aussitôt le compilateur il va me dire attention, je pense que tu as fait une boulette parce que quand il va passer dans le switch, il va arriver à atelier, il va s'arrêter là, il n'ira pas jusqu'à atelier et get matériel en dessous. Donc il fait ce check, ce qui est top. Après, il y a toujours le check d'exhaustivité, c'est-à-dire que si je cache ici ce cas-là, eh ben, il va me dire il manque un cas. Donc le défaut n'est pas obligatoire. Voilà. On peut aussi utiliser, bien sûr, le case nul. Et on peut faire un bloc de code si on veut. Donc pour faire un bloc de code, eh ben, on fait un bloc de code. Et là, donc je veux renvoyer la valeur. Si vous avez suivi, je tape return, yield. C'est pas intuitif. Voilà. Donc ça, c'est encore en mode preview. Ils ont renforcé des checks d'exhaustivité dans la dernière preview, mais ça m'a l'air assez stable. Hein. Voilà. Et donc, on va enfin pouvoir relancer ce service. Et ça va planter, je le sais, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Pendant que ça démarre, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de mettre du code preview dans son code qui part en production? Donc la première réponse, c'est forcément non, parce que les previews, c'est absolument pas garanti que ça va rester constant d'une version à l'autre. Mais il y a un petit oui quand même, parce que si on se trouve avec une preview, une troisième preview comme celle qu'on a ici, c'est pratiquement garanti que de toute façon, ça va passer. Et si c'est très utile pour votre code, pourquoi pas. Donc là, il m'engueule parce que j'ai mis des previews, mais je ne lui ai pas dit au compilateur et à la JVM que je voulais des previews. Donc il faut aller dans le build.gradle ici et mettre dans les arguments de compilation que j'ai une preview. Et côté JVM, en plus il faut que je redémarre correctement mon truc. Oh, Java 18. Voilà, et côté JVM, dans les arguments de la VM, il faut que je dise aussi, vas-y en mode preview. Voilà, si on ne lui dit pas qu'on utilise des previews, il ne va pas vouloir. Ça se comprend. Ça évite de faire une bêtise et d'envoyer en production une preview. Voilà. Donc, je vous démontre juste que ce que j'ai fait, ça marche. Et que je ne vous ai pas enveloppé. Donc, ça a démarré. Je peux donc, ça marche toujours. Tout ça, le code, les slides et tout ça, je le partage ce soir dans Twitter. Si je vais sur mon truc des stats, là, voilà, je le teste une fois. C'est juste pour montrer ici ce que je vous avais dit quand j'avais mis le log.info avec le record, toString, que voilà, quand on fait un toString sur un record, il met absolument tout ce qu'il y a dans le record. Voilà. Maintenant, on va passer à la portion Java 19. Donc, j'ai fait un autre projet pour ça, qui est ici. Donc, dans Java 19, il y a un seul changement. Enfin, il y a la troisième preview du switch que je vous ai montré, et il y a la première preview des record patterns. Donc, les patterns, je vous ai dit, c'est leur truc. Maintenant, il y en a d'autres qui arrivent. Donc, j'ai mes records. J'ai mon record de oiseau, qui a un nom, une couleur et une nourriture, qui est aussi un record. Donc, c'est un record embarqué. J'ai mon chien qui a un nom et qui a un poids. Et ici, je veux juste imprimer le contenu qu'il y a dedans. Donc, bien sûr, pour les patterns, il y a toujours deux façons de faire, soit avec le if, soit avec le switch. Donc, première façon avec le if, je fais mon check. Donc, le record, c'est un peu un sous-pattern de type quoi. Et je compare, est-ce que c'est un oiseau, est-ce que c'est un chien,
Et si c'est non, j'affiche ce qu'il faut. Et ce que vous pouvez voir ici, du coup, c'est que il va récupérer, il va extraire, déconstruire absolument tous les paramètres qu'il y a dans mon record ici, y compris le nested record. Et après, je peux afficher ces valeurs ici. Voilà. Et je vais lancer le truc pour vous prouver que ça marche. Et afficher mon oiseau, mon chien. Oui, j'étais en panne d'inspiration quand j'ai fait ça en fin de mois dernier. Donc, vous voyez, là c'est la version if qu'il faut regarder. Ça m'affiche les informations sur mon oiseau et sur mon chien. Et ça m'affiche même mon nested record. Donc on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu mieux ici? Alors là, c'est la version switch. Sauf que je suis allée un tout petit peu plus loin, mais c'est aussi possible dans la version if. Mon nourriture, là, qui est le record embarqué, eh ben, lui aussi, je l'ai déconstruit en récupérant la valeur. Et voilà. Bon, ce que je n'ai pas dit, c'est que les noms ici n'ont absolument pas à être les mêmes que dans le constructeur. Donc, ça, c'est cool. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Oui, alors on peut mettre ici, normalement, en théorie, inférence de type des variables locales. Normalement, ça marche. Sauf qu'avec IntelliJ, là, tout de suite, ça ne marche pas. Donc je pense qu'ils n'ont pas encore catché absolument toutes les nouveautés de la version 19. Et d'ailleurs, ici aussi, il me fait une erreur en me disant « mais tu ne vas pas aller plus loin que le label oiseau ». Mais j'y vais plus loin que le label oiseau, la preuve en dessous. Donc je pense qu'ils ne sont pas encore 100% calés sur la version 19 IntelliJ. Et Gradle, donc. Vous voyez, ici, j'ai la version switch, où j'indique bien toutes les informations sur l'oiseau. Je le fais même chanter. Voilà. Et ici, comme je vous l'ai dit, là, j'ai fait un guarded pattern, mais comme je suis en 19, maintenant c'est plus et c'est un when. Petite subtilité qui montre ce qui change d'une preview à l'autre en même temps, c'est sympa. C'est comme ça, ils ont des retours, les gens ont dû dire mais j'y comprends rien à ton guarded pattern, et c'est juste une condition, c'est juste une... Bah non, c'est un pattern, donc je mets un mot-clé à la place. Voilà, donc on a toujours la possibilité de faire un case nul ici, si on veut. Et pareil, la dominance, le pattern dominance est testé. Si je déplace mon chien ici, parce que là je fais un test pour savoir si j'ai un gros chien, si je mets ça avant, toujours il m'engueule en me disant non, c'est pas possible, jamais tu arriveras à la condition d'après. Voilà. Donc, voilà un certain nombre de nouveautés, j'espère que vous ai convaincu. Je reviens ici sur ma démonstration. Donc, vous aurez tout ce que je viens de dire, là, vous voyez, je l'ai mis dans les slides, donc vous les aurez. Voilà. Vous aurez aussi quelques vieux exemples de sucre syntaxique, c'est tous les exemples qu'il y a avant Java 11, il y en avait aussi beaucoup, enfin beaucoup, il y en avait quelques-uns. Ils sont là, vous pourrez aller les voir. Et ça me donne le temps de faire juste ma conclusion. À quoi sert le sucre syntaxique finalement? Eh ben, c'est à donner... à faire plaisir aux développeurs, mais justement, si les développeurs ils sont contents d'utiliser un langage, et ben, il va continuer à vivre, et si jamais il y a trop de sel, il va mourir. Donc pour moi, le sucre syntaxique permet l'évolution naturelle d'un langage. Est-ce qu'il ne faudrait pas se débarrasser de la vieille syntaxe? Oui, c'est tout un débat. Moi, j'aime bien qu'il y ait plusieurs possibilités pour faire la même chose. Voilà. Donc j'ai fini, et j'ai le temps pour quelques questions, si jamais il y en a. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Je ne suis pas je contrôle pas. Juste une petite sur la partie test d'exhaustivité sur les cases. Est-ce que ça marche uniquement parce qu'il y avait une hiérarchie scellée derrière? Oui. Ok. Parce que si tu mets object, il va avoir du mal à faire l'exhaustivité. Donc c'est grâce à ça qu'il arrive à retrouver son... Oui, c'est grâce à ça. Ouais. Merci. Moi, c'était une courte question. Est-ce que tu connais des langages de plus haut niveau comme Haskell ou Rust vis-à-vis du typage, enfin plus haut niveau vis-à-vis du typage, parce qu'au final, c'est pas mal de fonctionnalités qui proviennent de ces langages-là.
Est-ce que ces fonctionnalités sont déjà ou est-ce que... Non, Tu les as reconnus, en découvrant plutôt tout ce sucre, je me dis, ça vient pas mal de langages de plus haut niveau Oui, de type. oui, je ne cacherai pas que Java regarde ce qui marche dans les autres langages et il les récupère. Ouais. C'est malin pour conserver la communauté. Bah oui, c'est une bonne idée. Oui. Merci. Je vais rejoindre un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, ça m'a réconcilié avec le switch aussi, cette nouvelle syntaxe. Par contre, est-ce que vous avez un retour sur l'appréhension des juniors, justement, et ça rejoint un peu votre discussion avec votre collègue. Comment est-ce que les juniors aujourd'hui appréhenderaient cette syntaxe ? Et je vais reprendre votre question, du coup. Est-ce que c'est bien d'avoir l'ancienne syntaxe et la nouvelle qui vivent ensemble ? Alors, moi, je dirais oui, du coup, parce que justement, en tant que junior, arriver sur un code comme ça, est-ce que pour eux, c'est simple à comprendre ou est-ce que justement, non, faire monter des juniors sur un projet Java 19 avec des experts qui maîtrisent ça, est-ce que pour eux, c'est pas juste ultra complexe ? Les juniors qu'on a, ils font pas de switch. Je sais pas, ils ont été dégoûtés ou j'en sais rien. Et de toute façon, toutes les nouveautés de syntaxe, je trouve que c'est assez difficile à faire rentrer à chaque fois. En particulier, je me rappelle Java 8 où personne faisait des lambdas et personne ne voulait entendre parler des lambdas. Et il a fallu, sur un projet où j'étais, qu'on prenne 5 développeurs très compétents et qu'on les coince dans une salle pendant 2 heures à leur expliquer les lambdas pour qu'à la fin ils sortent et ils disent ah mais oui, finalement, c'est facile à faire et c'est simple, je vais les utiliser. Et c'est assez difficile à chaque fois de passer, de faire rentrer les nouvelles syntaxes. Alors là, j'ai pas sur les dernières nouveautés, non, j'en ai pas vu beaucoup dans le code, mais j'espère que ça va se diffuser avec les revues de code et on va voir. J'y crois. En plus, SonarLint, il essaie pas mal et même IntelliJ, si vous avez vu quand j'ai fait le changement, il essaie pas mal de pousser vers ces changements de syntaxe, il te souligne le truc et il te dit est-ce que tu es sûr que tu préfères pas la syntaxe d'à côté ? Donc ça peut aider à pousser le truc. Sauf Oui. Même la référence de méthode, l'autre jour c'est des corrections au Sonar, et Sonar il te met un code semaine si tu n'as pas utilisé une référence de méthode ou tu pouvais utiliser une référence de méthode. Donc même ça, on pousse à utiliser le sucre en fait, je trouve. Donc ça devrait aider. Plus le temps pour les questions, je suis désolé, il faudra se rapprocher directement et discuter. Merci. Merci.